Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette vidéo qui sera une brève introduction, mais néanmoins un tour assez détaillé d'une partie d'un service d'Azure qui est le Azure Storage, et plus particulièrement on va parler d'Azure File. Alors Azure File en fait permet aujourd'hui de faire pas mal de choses avec pas mal d'options, et le but de cette vidéo c'est vraiment que vous ayez une vue très complète de ce qu'on sait faire, pas faire, quelles sont les performances, quelles sont les différentes options disponibles. Alors on va commencer déjà par le type de déploiement. Donc un Azure File est un sous-composant d'un compte de stockage, et donc il va falloir choisir et créer pour avoir un Azure File un compte de stockage. Donc ce compte de stockage peut avoir deux types. Ça peut être soit un compte de stockage GPv2, General Purpose V2, donc le compte de stockage classique, basé sur des tiers de disques durs en général qui sont des tiers HDD. Et puis on a l'option de Premium File Share, qui est un autre type de compte de stockage qui, lui, comme son nom l'indique, va être dédié à faire du file share uniquement en mode premium, c'est-à-dire basé sur du SSD. Alors, pour déployer tout ça, pour manager tout ça, différents outils sont disponibles. Donc on va pouvoir utiliser et déployer ces types de filers, en fait, soit via le portail d'Azure, tout simplement. Les assistants sont plutôt bien faits là-dessus, soit via des lignes de commande PowerShell, soit par de la CLI d'Azure, auquel cas on ira dans une partie spécifique de la CLI AZ Storage qui sera donc le AZ Storage File. Et puis, je n'ai pas montré ici, mais on peut également, bien entendu, déployer tout ça en infra as code avec du Terraform, avec du Bicep, avec de l'Azure Resource Manager ou encore de l'Ansible. On reviendra tout à l'heure sur la partie outillage, quoique on peut le faire tout de suite. Pour copier des données dans ces services de filer, on va pouvoir utiliser soit la ligne de commande AZCopy, donc, qui est donc la ligne de commande qui permet de copier des choses vers un compte de stockage sous les différents interfaces que fournissent un compte de stockage Azure. On va pouvoir également utiliser la version graphique de tout ça qui s'appelle l'Azure Storage Explorer, disponible sous la forme d'une application sur Windows, Mac ou Linux, mais également disponible désormais dans le portail d'Azure, dans les options des comptes de stockage. On va pouvoir utiliser du Robocopy, parce que le Robocopy permet de copier des choses sur des partages de fichiers. Ça, c'est un vieux outil du monde Windows, mais qui marche très bien. Et puis, on va pouvoir également utiliser un service de synchronisation entre des serveurs qui seraient hors de Azure, des filers de type une machine physique ou virtuelle dans un data center ou chez un autre fournisseur de cloud, et donc d'installer des agents qui vont permettre du coup de synchroniser ces filers avec ce service dans Azure qui s'appelle Azure File. Pour la migration des données, si on veut souhaiter, lors d'une modernisation d'un système d'information, pouvoir du coup déplacer ces données, par exemple, d'un environnement sur site ou d'un hoster à destination de Azure. Il existe différentes options qu'on va pouvoir faire, donc soit passer par le réseau, et là donc on a des options qui sont disponibles, Zcopy, Robocopy ou Azure File Sync, soit utiliser des médias ou des services spécifiques. En l'occurrence ici on va parler d'Azure Databox, qui va se présenter sous la forme de disques durs ou de serveurs de fichiers physiques qu'on va vous envoyer, de boîtes que vous allez remplir et ensuite renvoyer aux équipes d'Azure qui ensuite vont remplir vos Azure Files pour vous. À noter, il existe également une version connectée d'Azure Databox qui s'appelle l'Azure Databox Gateway, qui est une appliance virtuelle instanciée sur Hyper-V ou sur VMware qui va vous permettre de faire le transfert des fichiers de vos filers sur site à destination du filer Azure File dans Azure. On va maintenant voir un petit peu les types de stockage qu'on va pouvoir faire. Alors, globalement, ce qu'il faut retenir déjà, c'est que vous avez différents tiers de stockage qui existent, qui ne vont pas avoir les mêmes performances, pas avoir les mêmes prix. D'accord. Et donc, les storage tiers vont donc être les suivants. Il en existe 3. Donc, le Azure File standard SMB, donc celui qu'on va retrouver dans un compte de stockage de type GPv2. On va avoir également l'Azure File Premium SMB, donc celui qui va être effectivement avec des SSD derrière qui ne va faire que du SMB. Et puis on va avoir également l'Azure File Premium NFS qui, à la date d'aujourd'hui, c'est-à-dire le 26 octobre 2021, est encore en preview aujourd'hui pour faire des filers NFS avec le support de NFS 4.1.
Si on prend un filer, de type Azure File Standard, on va être sur un compte GPV2, donc on va profiter des tiers en fait qu'on peut avoir dans un compte GPV2. Et donc quand on va créer un Azure File, eh bien on aura la question, est-ce que vous voulez faire un Azure File de type hot, c'est-à-dire basé en gros sur les perfs du HDD tels qu'on les a dans le compte de stockage, soit sur le tiers cool, auquel cas on va toujours avoir un stockage sur une base rotative, mais avec une latence plus importante et donc un coût moins élevé. Et puis on a une option qui s'appelle le Transaction Optimize, qui est vraiment prévu pour les workloads qui ont besoin quand même de performance et qui font pas mal de transactions, mais sur lequel on n'a quand même pas besoin d'aller jusqu'au niveau d'un filer premium en termes de throughput ou en termes de latence grâce au SSD. Partie file premium SMB ou file premium NFS, le support derrière en termes de storage est exactement le même. On va partir sur des premium SSD qui seront en arrière-plan. Alors, il faut savoir quand on va choisir un compte de stockage pour faire du filer, quelles vont être ses limites en termes global au niveau du compte de stockage, au niveau des partages et puis ensuite au niveau des fichiers. Donc ça c'est très important. On voit trop souvent des cas où en fait des filers ont été provisionnés en mode standard, alors qu'en fait l'applicatif qui est derrière demande beaucoup plus que du standard. Donc si on regarde les limites, globalement, alors il y a plusieurs limites à tenir compte déjà. Il y a les limites de capacité, donc capacités qui vont être liées effectivement soit au compte de stockage GPV2, donc basé sur du stockage standard, soit sur le file storage account premium, qui est effectivement utilisé pour les filers de type premium, qu'on soit sur du SMB ou du NFS. Si on prend le GPV2 traditionnel, taille maximale de ce compte de stockage, eh ben, c'est de 5 pétaoctets, ce qui est beaucoup. Enveloppe maximum d'IO par seconde, elle est à 20 000, ce qui n'est pas énorme. À savoir, c'est qu'en fait, on peut augmenter ces limites, ces limites pour la partie notamment ingress, simplement en faisant une requête auprès du support. Ça ne va pas augmenter normalement les IO par seconde, mais vous pourrez avoir un stockage supérieur et des performances de flux entrants qui seront supérieures. Sur la partie premium, là en fait, dans les documentations telles que c'est écrit, on va pouvoir aller jusqu'à 100 000 IO par seconde sur un filer Azure File en mode premium, avec une capacité par partage de 100 Teraoctets. Alors ça c'est intéressant, c'est le up to, jusqu'à. En fait, on va voir qu'il y a un mode de calcul pour savoir quelle va être votre limite en termes d'IO par seconde. Donc on ne peut pas créer par exemple un petit filer premium et avoir 100 000 IO par seconde maximum. Là encore, la volumétrie va déterminer les performances du filer. C'est des choses d'ailleurs qui sont vraies dans d'autres filers as a service dans Azure, comme les filers d'Azure NetApp, qui également sont de plus en plus performants, plus il y a, entre guillemets, un stockage qui est provisionné. Alors, bonne pratique au passage, il est fortement encouragé de mapper un file share en mode 1 pour 1 avec un compte de stockage. Donc si vous prenez un compte de stockage et que vous créez plusieurs filers dessus, plusieurs file share, exemple ici, si on est sur un compte de stockage de type GPV2, on a une enveloppe de 20 000 IO par seconde. Et bien si je crée 5 partages à l'intérieur et que je les utilise, on va dire, de manière équitable, dans tous les cas, ils vont se partager les 20 000. Donc au maximum, on va dire qu'ils pourront monter à 4-5 000 par partage. Ensuite, il faut connaître les limites d'un file share. C'est-à-dire que sur un compte de stockage que vous allez créer, vous allez pouvoir créer un ou plusieurs file share. Donc les limites, elles vont être différentes en fonction du choix où on a pris un standard file share, c'est-à-dire basé sur un compte de GPV2, ou un premium file share basé sur un compte premium. Donc si on prend le standard file share, donc basé sur des disques durs rotatifs, déjà première chose, taille maximale du partage qu'on va pouvoir faire. Donc là, on est à 5 Tera, d'accord, et on va pouvoir avoir jusqu'à 100 Tera par partage sous la condition d'avoir activé une fonctionnalité qui s'appelle le Large File Share, et donc de l'activer, d'accord. Maximum IO par seconde, eh bien on va être entre 1000 et 100 requêtes par seconde, 20 000 IOPS quand on aura activé là encore le Large File Share Feature Premium, fonctionnalité Azure File Share. Voilà.
Donc ça c'est important, là encore, souvent, j'ai eu des cas où, les gens se plaignaient des performances en IO par seconde d'un standard file share. Alors déjà la limitation effectivement elle est, potentiellement de 20 000, mais ces 20 000 en fait de base vous ne les avez pas si vous n'avez pas activé en fait l'option de large file share. Donc pensez bien à le faire si vous voulez rester, sur un filer à base de rotatif. Ensuite, max ingress, 60 mégaoctets seconde, donc là encore, jusqu'à 60 mégaoctets seconde. C'est pas garanti que vous ayez ça, c'est nos limites maximum et ce sera lié également aux performances des environnements qui vont aller taper dessus. Donc, si vous prenez des petites machines virtuelles dans Azure, elles n'auront peut-être pas forcément la partie réseau, les performances assez pour pouvoir aller atteindre les limites. Voilà. Et donc là encore, si on active sur ce file share ressources le large file share, la fonctionnalité large file share, et bien là on peut aller jusqu'à 300 mégaoctets par seconde. Ça c'est l'ingress. Partie egress, on a exactement les mêmes chiffres. Voilà. Donc là encore, on remarque que si vraiment on veut utiliser un filer en mode standard, il est très fortement recommandé d'activer le large file share feature. Voilà. Maintenant, on va aller regarder du côté du premium. Alors du premium, là, alors déjà, il y a une première chose qui va changer, hein, à la différence du standard, c'est que là, vous devez avoir une taille minimum pour la taille d'un partage en mode premium. Donc la différence, déjà, elle va se jouer, on va en parler tout à l'heure sur la facturation, c'est qu'un compte de standard, un compte de stockage standard, vous le payez vraiment à la capacité qui est utilisée à l'intérieur. Quand on est sur du premium, notamment sur le premium file share, en fait, on va payer à ce qui est provisionné, que ce soit utilisé ou pas à l'intérieur. On va provisionner, donc réserver des SSD. Donc taille minimum pour créer, et donc la taille minimum d'un partage sur du premium file share, c'est 100 Go provisionné, donc 100 Go que vous allez payer. Taille maximale, 100 Tera, là aussi, ce qui doit avoir un certain coût en SSD. Et pour les IO par seconde, et ben là du coup, on n'est plus tout à fait sur le même calcul. C'est-à-dire qu'ici effectivement on était en up to jusqu'à 20 000. Là ici en fait on va avoir une baseline qui est en gros, qui correspond en fait aux 100 Tera, aux 100 gigas provisionnés de minimum. Et donc ce sera 400 plus 1 IO par seconde par giga octet qui est provisionné. Donc ensuite effectivement vous allez tailler effectivement combien vous avez. Donc ici, si on était sur effectivement le démarrage qui est de 100 Go minimum, et bien on sera sur une baseline normalement, on va dire de 100 plus 100, hein, parce qu'on aura 100 Go, donc ça nous fera une baseline de 500 IO par seconde. Et puis plus vous aurez en fait provisionné d'espace, et bien plus vos IO par seconde seront importantes, tout simplement. Voilà. À noter, c'est qu'il existe une fonctionnalité de bursting. Donc la bursting, elle est effectivement au max de 4000 et en gros elle multiplie par 3 les IO par seconde par giga. Le ingress, là ingress pareil, il va se calculer par rapport en fait à la taille et à la volumétrie provisionnée. Donc vous serez à 40 mégaoctets seconde de départ et ensuite vous allez rajouter 0.04 par gigabit en fait provisionné. Donc là encore, c'est des mégaoctets secondes ici. Donc là, vous pouvez faire votre calcul déjà par rapport en fait à l'estimation de la volumétrie que vous allez avoir, et donc vous saurez déjà en fait quel ingress maximum vous allez supporter. Le egress se calcule de manière assez similaire. Le départ est un peu différent, on est à 60 mégaoctets seconde et on rajoute 0,06 par giga qui est provisionné. Point intéressant, dans Azure File, on verra tout à l'heure sur la partie protocolaire, on va utiliser en fait du SMB dans différentes déclinaisons, mais si on utilise du SMB V3 ou 3.1.1, encore mieux, on va pouvoir utiliser une propriété de SMB3 qui s'appelle le SMB multichannel. Donc ça permet quoi? Basiquement de multiplexer en fait les flux SMB sur un même partage, et donc d'attaquer par exemple par 4 réseaux, et donc 4 flux différents en fait le filer. Donc ça encore, il faudra derrière avoir des systèmes, des machines qui vont avoir également plusieurs interfaces. Il faut pouvoir également multiplexer, hein, le client multiplex et le serveur multiplex. Mais du coup, on va pouvoir monter jusqu'à 4 channels. Et donc ce sera intéressant effectivement pour aller jusqu'à 1 giga octet seconde. Donc là, on a vu ici les limites au niveau du file share.
Eh bien, il y a également les limites au niveau fichier. C'est-à-dire que vous allez avoir un certain nombre de fichiers sur vos file share. Donc les fichiers seront soit sur des file share standards, soit sur des premium. Sur les file share standards, d'ailleurs comme sur les file share standards, voilà, on va avoir une limite en termes d'IO par seconde, par fichier. En gros, vous pourrez avoir jusqu'à 1000 IOPS par fichier en requête concurrente. Si on est en termes de handle, si on parle en termes de handle, là pour le coup on sera à 2000, qu'on soit sur du file premium ou du file share. Voilà. Et là pour le coup, quand on sera sur du premium, vous aurez compris que les connexions concurrentes maximum vont être plus élevées, hein, et donc là on pourra aller jusqu'à 8000. Donc vous voyez, il y a vraiment pas mal d'options là-dessus. Je vous mettrai les liens dans la vidéo qui vous permettront d'aller sur un article où j'ai référencé la plupart des pages web où je suis allé chercher ces informations-là. Alors du coup, comme on a parlé des tiers, on va parler d'argent tout de suite, on va parler du billing. Donc sur un compte de stockage traditionnel, c'est relativement simple, on paie à ce qu'on utilise en gros pour le SMB. Donc vous créez un filer SMB, vous mettez des fichiers à l'intérieur, on compte la volumétrie qui est mise réellement, que vous avez posée, que vous utilisez, et on vous le facture. Voilà, tout simplement. Sur le premium, là ce sera différent parce qu'on va travailler sur une approche qui est une approche provisionnée. Donc vous allez créer un partage premium, donc on a vu 100 gigas minimum, point de départ, et donc on va facturer à compter de 100 gigas, que vous les utilisiez ou pas à l'intérieur. Ça c'est valable pour la partie premium en SMB, comme sur la partie premium en NFS. Alors sur la partie billing, c'est bien expliqué sur le site web, hein. Donc vous prenez ici la redondance que vous allez avoir sur votre compte de stockage. Vous allez choisir la région, alors mettons qu'on prenne ici France centrale. Et donc là vous avez un petit résumé des différents tiers, premium, transactions optimisées, ce dont on a parlé tout à l'heure, hein, qui était ici, voilà, donc premium versus cool versus hot versus transactions optimisées. Et donc ici, vous allez avoir le prix pour ces tiers, de combien ça coûte. Donc là, vous remarquerez bien ici, par exemple, sur les données, là, on vous parle bien ici de 0,15 centimes par giga provisionné, et non pas par giga utilisé. Alors que ici, on est bien, pour les transactions optimize, les hot et les cool, on est bien par per used giga, donc par giga utilisé réellement. Voilà. Donc ça, c'est un point important, il faut en tenir compte pour la partie prix. Alors, du coup, je vais parler de la redondance. Redondance de tout ça. Donc, quand on est sur de l'Azure File SMB, globalement, les options de redondance sont assez larges. On peut être en LRS, ZRS, GRS ou GZRS. Donc, à savoir ici 3 copies locales synchrones dans une même région Azure, sans spécification de zone ou d'availability zone. En ZRS, là par contre, les données seront bien, il y en aura 3 locales synchronisées à l'échelle d'une région, mais qui seront en plus de manière explicite séparées dans différentes zones de disponibilité. Pour le GRS, comme le GZRS, donc là 6 copies, donc 3 locales synchrones plus 3 locales asynchrones dans une région appairée, ça ce sera valable sous réserve qu'on soit sur des file share qui font moins de 5 teraoctets. Donc là en l'occurrence, les large file share ou les très grosses volumétries, ça ne marchera pas pour ça. Il faut juste le savoir. Partie NFS, alors le NFS ne propose pas, alors bien qu'il soit encore aujourd'hui en preview, mais pour l'instant c'est en tout cas pas proposé, mais c'est lié principalement au stockage premium. Donc le Azure File en NFS sera limité à du LRS et à du ZRS. Partie protocolaire, donc on supporte les protocoles SMB dans ces différentes déclinaisons. Donc on va avoir du SMB 3.0 ou 3.1.1 dans ces dernières versions, ce qui correspond aux dernières versions des clients Windows, donc Windows Server 2019, 2022 certainement, 2019 probablement. Donc ça, on va dire que ce sera pour les OS un peu récents ou les stacks SMB récentes également du côté de Linux. Le SMB 2.1 est là pour une rétrocompatibilité, donc en gros pour les vieux systèmes. Et puis le NFS 4.1 pour les systèmes plutôt Linux, quoi qu'on peut tout à fait faire du NFS avec du Windows également.
En fait, ça va être vraiment intéressant quand on va commencer à regarder les clients et d'associer en fait aux clients, derrière les protocoles. Donc, j'ouvre tout ça. Donc tout ce qui est Windows, on va l'envoyer plutôt effectivement, sur du SMB, 3.1 pour les déclinaisons récentes de Windows 10 et les déclinaisons récentes, alors de Windows Server 2016 a priori. Si on veut faire du NFS 4, il faudra un kernel quand même récent de Linux, c'est mieux. Et puis, les versions, un peu plus vieilles de Windows, comme Windows 2012, 2012 R2 ou du Windows 8 en client, ce qui est plus rare à trouver aujourd'hui, eux vont se partir sur du SMB 3. Le SMB 2, effectivement, va concerner des systèmes qui sont en fin de vie, hein, bien même en fin de support, mais qui peuvent encore néanmoins exister. Alors c'est pas Windows Azure 20 000, mais c'est Windows, bien entendu, 2008 R2. Voilà. Donc voilà, donc on a la matrice à peu près complète des OS derrière. Partie identité, hein, eh bien, alors, première façon d'accéder à un compte de stockage via ces protocoles-là, par exemple, bah, c'est d'utiliser en fait une authentification Intel MV2. Et donc, en fait, quand vous allez utiliser les clés des comptes de stockage, donc clés primaires ou clés secondaires du compte de stockage, en arrière-plan, il va faire un Intel MV2 derrière. C'est pas la meilleure option parce que effectivement, c'est pas très granulaire en termes d'authentification et d'autorisation derrière. Mais pour le coup, ça fonctionne, donc on peut tout à fait faire un netuse, le nom du compte de stockage, le user, ce sera le nom du compte de stockage, et le mot de passe, en fait, ce sera la clé primaire ou la clé secondaire. C'est pas l'option qu'on recommande le plus, mais néanmoins, elle existe historiquement. Ensuite, on peut utiliser de l'Active Directory, donc de l'Active Directory sur site, hein, donc de l'Active Directory Domain Services, donc sous la forme de VM ou de serveurs physiques, ou de machines virtuelles qui sont, par exemple, dans Azure. Là, pour le coup, rien d'extraordinaire. On a un filer qui va être intégré avec ce domaine. Et donc, on fera de l'authentification derrière Kerberos. Et puis, on a la dernière option qui est en fait un Active Directory, mais entre guillemets managé, hein, donc Azure Active Directory Domain Services, où là, en fait, on a des contrôleurs de domaine managés par Microsoft. Hein, et donc, ils vont permettre, du coup, de faire le même type d'authentification auprès du filer et donc de faire cette authentification Kerberos. Alors notez que ça marche très bien, ces authentifications, quand on parle de domaine ici, avec des postes clients Windows. Donc du coup, on va pouvoir après faire du airbag et granulairement, en gros, gérer plutôt correctement ces accès. Si on est sur des postes clients de type Mac, par exemple, là, il n'y a pas vraiment de granularité parce qu'en fait, on ne sait pas gérer derrière toutes les parties ACL. Parce que l'authentification, elle n'est pas gérée tout à fait de la même façon. Donc globalement, c'est pas terrible en expérience utilisateur, en authentification utilisateur pour des environnements Mac. Pour la partie Linux, je n'en parle même pas. Alors, pour accéder du coup à ces filers sur le réseau, comment on va faire? Soit on y accède depuis l'Internet, auquel cas on a trois options, enfin trois options, deux, parce qu'en fait le NFS n'est pas une option, on ne peut pas accéder depuis Internet aujourd'hui à la partie NFS 4. Par contre, on peut utiliser les endpoints en REST pour accéder à de l'Azure File. Donc là, les endpoints auront toujours cette forme-là, donc HTTPS, nom du compte de stockage, .file, donc c'est ça qui va renvoyer effectivement sur le bon endpoint, .core.windows.net. Donc ça, cette URL-là vous envoie sur un filer de type Azure File avec un endpoint public. Si on fait du SMB, oui, on peut faire du SMB au travers d'Internet, sous réserve d'être un SMB 3.0 minimum. La raison principale étant le support en fait de SMB encryption, ce qui fait qu'en gros le payload de SMB ne sera chiffré au même titre que vous chiffrez avec du HTTPS, vos communications HTTP. Donc il n'y a pas vraiment de risque là-dessus, donc on peut le faire. Et là pour le coup, on sera sur le TCP 445. Donc là après, est-ce qu'on ouvre le TCP 445 sur Internet? C'est un autre débat. Là encore, on peut filtrer parce que on est sur un compte de stockage, donc on peut filtrer là encore les interfaces et les endpoints publics avec les fonctionnalités de firewall du compte de stockage et limiter les IP qui ont le droit. À noter probablement que plus tard, on devrait avoir le support de Quick, qui est une implémentation permettant de faire d'accéder à un filer SMB au travers d'une enveloppe HTTP. C'est une fonctionnalité qui est arrivée actuellement qui est arrivé dans Windows Server 2022 si je ne dis pas de bêtises, ou qui est encore en preview mais qui devrait arriver dans pas longtemps. Voilà. Généralement, l'Azure File, on va plutôt y accéder depuis le VNet.
Donc on va utiliser la notion de private endpoint, et puis après on fera du DNS forwarding pour faire les bonnes résolutions et permettre aux systèmes qui sont dans les networks, alors systèmes qui sont dans Azure ou qui sont à l'extérieur d'Azure mais interconnectés avec Azure avec un ExpressRoute ou un VPN site d'accéder à ces filers. Qu'est-ce qui nous reste comme option à regarder? Alors la partie sécurité et puis la partie protection des données, les deux sont des sujets qui sont assez similaires. On va aller voir la partie sécurité. Donc partie sécurité, on a un service intéressant qui est bien de coupler avec des comptes de stockage Azure, dont des Azure Files également, c'est la partie Azure Defender for Storage. Donc Azure Defender for Storage, en fait, donc ça fait partie des blocs d'Azure Defender qui sont disponibles dans Azure Security Center. Et l'idée, en fait, c'est d'aller protéger ici, donc c'est une couche native d'Azure en termes de sécurité. Et l'idée, c'est de détecter en gros les tentatives d'accès ou d'exploitation des comptes de stockage. Ce qui est plutôt assez pertinent, parce que finalement, le cœur de la valeur des sociétés, c'est souvent dans la data. Et donc effectivement, quand on met de la data dans un Azure File ou un compte de stockage au sens large, globalement, on va être certain qu'il n'y ait pas des extractions de fichiers massives, qu'il n'y ait pas de la suppression non prévue, qu'il n'y ait pas des accès anonymes alors que normalement c'est authentifié, qu'il n'y ait pas de la modification violente de données, etc. etc. Donc en fait, c'est à ça que sert Azure Defender for Storage. Et donc en gros, il va travailler sur l'activité qui se passe et en fait déclencher des alertes quand des anomalies vont se présenter. Donc vous avez un Azure Filer par exemple qui est ouvert par exemple avec un endpoint sur Internet, vous avez plusieurs clients qui se connectent dessus, mais vous l'utilisez généralement depuis la France ou l'Europe. Et là tout d'un coup, vous avez une connexion qui se passe depuis la Chine ou depuis la Russie ou depuis un pays connu pour avoir pas mal de cybercriminalité. Et bien là encore, du coup, il y aura une anomalie parce que les accès tout d'un coup viendront d'un endroit qui n'est pas utilisé généralement. Voilà. De la même façon, si tout d'un coup vous avez une grosse volumétrie de données qui sort du compte de stockage parce que des gens sont en train de copier des données, là encore c'est une anomalie potentiellement par rapport à l'activité normale, et là vous aurez des remontées d'alerte qui vous permettront effectivement d'investiguer et de remédier à ça. Donc très bonne option à mon avis à coupler avec un Azure File Storage. Quand on parle de sécurité, on va également parler de chiffrement. Donc on va parler du chiffrement déjà des données en transit. Donc j'ai dit tout à l'heure, mais SMB 3.x effectivement a la capacité de chiffrer, donc permet de chiffrer le payload. Donc pour cela, il va falloir venir activer une option dans les comptes de stockage qui s'appelle le Secure Transfer Required Storage Account Feature. Donc dès que vous allez activer cette fonctionnalité-là, en fait, on va vous imposer pour toutes les connexions en REST d'avoir du HTTPS et pour toutes les connexions SMB d'avoir du SMB encryption. Et là, vous n'aurez pas le choix. Donc sur la partie file, si on accède au filer en REST, et bien effectivement, là encore, on est sur du HTTPS et là, ça va passer par la même option en fait. Alors notez, il existe également ici des fonctionnalités assez intéressantes qui sont assez récentes, qui permettent de jouer sur les paramétrages SMB utilisés par SMB3, alors 3.x dans votre filer. Et c'est assez intéressant parce qu'en fait, vous pouvez choisir de supporter par exemple que les dernières versions de SMB 3. Donc la 3.1. Voilà. Donc là, de base, effectivement, on supporte 3.1.1. 3.0 SMB 3. Vous pourriez vous dire, SMB 3.0 c'est bien, mais SMB 3.1.1 va rajouter des algos plus intéressants en termes de chiffrement des tickets Kerberos ou chiffrement des channels. Et du coup, c'est peut-être un peu mieux. Donc vous pouvez en fait restreindre et dire, je vais juste utiliser du SMB 3.1.1. Pareil, de la même façon, le SMB, l'authentification peut être faite de manière NTLM ou Kerberos. Là encore, vous pouvez dire, moi, je vais supprimer NTLM parce qu'il n'y a pas de raison, je ne vais pas utiliser ma clé de compte de stockage. Et donc, vous pouvez dire, l'authentification, ce sera que du Kerberos. De la même façon, le chiffrement du ticket Kerberos, vous allez pouvoir soit utiliser, entre guillemets, un algorithme un peu plus ancien ou quelque chose de plus récent comme de la S256. Et dernière chose, sur les algorithmes qui vont permettre le chiffrement du payload, désormais, en fait, vous avez 3 algorithmes qui sont disponibles, des plus anciens,
entre guillemets, enfin des plus anciens, plutôt celui-ci, au plus récent. Et là encore, vous allez pouvoir, vous voyez, jouer sur le niveau de chiffrement. Donc par exemple, vous pouvez tout à fait vous faire un filer en SMB 3.1.1, en Kerberos uniquement, avec un chiffrement ticket Kerberos en AES 256, et avec un algorithme de chiffrement qui est de l'AES 256 GCM. Et là, pour le coup, vous montez drastiquement, entre guillemets, la barre en termes de chiffrement et de sécurité. Chiffrement at rest, c'est un compte de stockage, donc le chiffrement est fait effectivement du côté des serveurs. Là, on est là pour pallier au risque de vol, entre guillemets, des disques dans les data centers. Donc on est compliance FIPS 140-2. On chiffre, les disques sont chiffrés at rest dans nos data centers en AES 256. Et là, en fait, vous avez la capacité, donc les clés sont soit des clés gérées par Microsoft, soit des clés gérées par vous. Et vous avez la capacité également de faire ce qu'on appelle de la double encryption, double chiffrement. Et ça s'appelle dans les options graphiques au moins du portail, l'infrastructure encryption. Donc ces clés de chiffrement ici, elles vont être gérées, comme je l'ai dit, soit par Microsoft, soit par le client. D'accord ? Donc qu'on soit sur du chiffrement simple ou du chiffrement double encryption, à un moment, il faut toujours se poser la question de qui va gérer les clés. Si c'est la plateforme, vous ne voulez pas vous embêter, vous laissez faire. Vous pouvez également gérer vos propres clés. Et si vous gérez vos propres clés, là, ça va devenir un peu plus... il va falloir du coup stocker les clés quelque part. Et donc, on va stocker les clés soit dans un service que vous connaissez certainement qui est Azure Key Vault, soit dans une version, un dérivé d'Azure Key Vault encore meilleur qui s'appelle Azure Key Vault Manage HSM. Et donc là, c'est là où vous allez déposer, donc en mode Bring Your Own Key, ou générer vos propres clés de chiffrement. Donc pourquoi on propose le double encryption? Déjà parce qu'il y a une demande sur le marché, et puis en fait ça vient pallier en fait un scénario qui est de se protéger contre le fait que par exemple une des clés ou un des algorithmes de chiffrement a été compromis par une équipe. Donc là, si on a deux chiffrements qui sont appliqués et avec des clés gérées par deux équipes, globalement, le risque devient beaucoup plus faible. Le périmètre de chiffrement qu'on va faire du double encryption peut être fait à l'échelle de l'ensemble d'un compte de stockage ou à l'intérieur d'un compte de stockage. Donc ça, c'est important. Donc vous pouvez vous dire, ok, sur ce compte de stockage, j'ai plusieurs éléments, mais il n'y a que celui-ci que je trouve critique. Celui-ci, je vais faire un double chiffrement, puis le reste, je vais le laisser normal. Donc là, on était sur la partie sécurité en termes de protection, entre guillemets, en termes de chiffrement principalement, et d'usage du compte de stockage avec de l'Azure File. Il nous reste ici la partie après, data protection, c'est-à-dire des éléments tels que le soft delete. Donc le soft delete, c'est ni plus ni moins qu'une corbeille. Donc comme ça, si vous supprimez des choses dans votre Azure File, vous êtes capable de les récupérer. On a également une notion de snapshot. Donc le snapshot, vous l'aurez compris, donc le soft delete comme le snapshot ne s'applique aujourd'hui qu'aux Azure Files en mode SMB, en partage SMB. Donc le NFS aujourd'hui n'est pas encore disponible là-dessus. Et les snapshots vont vous permettre de faire effectivement des clichés instantanés à un instant T de vos filers pour pouvoir revenir rapidement en arrière et restaurer un snapshot précédent ou un fichier précédent via les interfaces graphiques ou lignes de commande. À noter, c'est qu'on supporte au maximum de 200 snapshots de type share, voilà, tout simplement. Et puis le snapshot, c'est bien pour faire des retours rapides suite à des erreurs ou revenir sur une version antérieure. Généralement, on fait quand même, en plus du snapshot, du backup. Donc on va pouvoir également sauvegarder un Azure File simplement par les process et par les services standards d'Azure. Donc on a les services de backup d'Azure qui intègrent nativement, donc qui sont une solution cloud native, et qui vont vous permettre en fait de gérer pour vous la sauvegarde de vos file share. Donc bénéfice de tout ça surtout, c'est zéro infrastructure, c'est juste un service manager qui va aider un filer manager. Et puis vous allez pouvoir customiser la rétention de tout ça, dire ce que vous voulez une rétention à la journée, à la semaine, au mois, etc. Voilà. Et puis là encore, vous pouvez faire de l'instant restore. Donc l'instant restore il sera plutôt utilisé par les snapshots. Et puis donc vous avez également une protection accidentelle contre les suppressions des file share grâce au soft delete dont je parlais tout à l'heure. Voilà. Donc l'architecture de tout ça, finalement, on a un compte de stockage qui va avoir un filer. Les services de recovery, en fait, vont venir compléter tout ça.
donc venir faire les sauvegardes derrière. Sur la partie storage account, on va avoir les mécanismes déclenchés qui vont faire les snapshots, et les snapshots en fait seront gérés par le Recovery Service Vault. Voilà. Sur ce compte de stockage, comme j'ai dit tout à l'heure, on a différents types de clients qui peuvent venir se connecter. La connexion va dépendre effectivement des protocoles utilisés et est-ce qu'on passe par le réseau public ou est-ce qu'on passe par le réseau privé. Et puis dans les mécanismes de synchronisation dont j'ai oublié de parler tout à l'heure, il y a l'Azure File Sync. L'Azure File Sync, je l'avais mis ici, voilà, il était caché ici. Donc l'Azure File Sync, c'est un service effectivement qui va vous permettre également de copier les données ou d'accéder aux données, de les envoyer depuis un environnement hors de Azure vers ce file share. Eh bien, je crois que j'ai pas oublié de branche. Donc cette mindmap est terminée, on va dire, voilà. Donc là, j'espère que du coup, pour vous, c'est plus clair un petit peu tout ce qu'on peut faire dans un compte de stockage, et plus particulièrement dans la partie filer. Vous aurez également dans les commentaires, dans la description de cette vidéo, les liens pour aller télécharger la mindmap, si la mindmap vous intéresse. Alors, on me pose souvent la question, j'utilise Simple Mind Pro pour Windows, mais je peux exporter la mindmap sur demande au format OpenFreeMind ou d'autres. Voilà. Et bien, il me reste à vous remercier. Et puis, si l'approche comme ça de découverte d'un service vous intéresse sur la partie stockage, je vous encourage également à aller voir la vidéo sur Azure NetApp File et je vous mets le lien quelque part par là ou par là. Merci, au revoir, passez une bonne journée.